Donc c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter le diabète et la Covid-19. Donc c'est quelque chose à laquelle on était donc confronté durant cette Covid. Et je vais rapidement parcourir donc trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on a fait avant, ensuite ce qu'on avait pendant le Covid, et la troisième, c'est le post-Covid. Comme vous le voyez ici, il n'y a jamais eu autant de publications donc dans le monde que pendant la période de la Covid-19, plus de 1400, mais ça a été dit ce matin par le professeur Tabib, il y a eu donc une revue de la littérature, on a revu certains articles parce qu'il y avait beaucoup de redondances et beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait à l'heure donc de la Covid et des résultats, mais c'est la première fois dans le monde où on a eu autant de publications. Donc les chiffres, les anomalies, et voilà, donc ça a commencé en 2019 par le premier cas à Wuhan, et en Algérie, on était donc le 17 février, à partir du 24 février, c'était le premier cas, ce fameux Italien qui est arrivé, et à partir de là, on était touché par cette Covid. Ce qu'il y a eu réellement, c'est en fait, c'est une collision entre deux pandémies, voire trois pandémies. La première collision, c'est le diabète. Le diabète, avec ses 430 millions de diabétiques actuellement, qui va monter à 730 millions de diabétiques dans le monde. Et la Covid avec ses millions d'infectés. Et puis l'obésité également. Et ces deux comorbidités qui sont le diabète et l'obésité ne sont pas faciles, et ce sont des facteurs pronostiques dans la Covid-19 qui souvent ont amené les patients à avoir des complications importantes. Donc il fallait rallier ces trois, et souvent les patients diabétiques avaient de l'obésité, puisque plus de 60-70% des diabétiques de type 2 avaient une situation de surcharge d'obésité qui compliquait beaucoup les choses, notamment en réanimation, compte tenu du changement de position, de stature, etc. Et c'est là que ça a compliqué le pronostic des patients diabétiques. Si on veut voir à peu près le phénotype ou les caractéristiques phénotypiques des patients, c'est en fait des patients avec lesquels il y a une corrélation positive entre le pronostic de la Covid. C'est les patients qui ont un BMI élevé, qui sont âgés, qui ont des complications micro- et macroangiopathie diabétique, qui ont souvent un syndrome d'apnée du sommeil, ou qui ont un bilan hépatique ou un débit de filtration glomérulaire bas, c'est-à-dire une insuffisance rénale. Donc quand le patient diabétique a ces caractéristiques tout à fait à gauche, on peut s'attendre à avoir donc un mauvais pronostic durant l'infection par le Covid. Et le diabétique est une population hétérogène, puisque en fait c'est une maladie complexe, souvent sournoise, dont la morbidité et les comorbidités sont très importantes, qui dépendent de la qualité de la prise en charge, la qualité du suivi de l'équilibre glycémique, la qualité de l'éducation thérapeutique et la présence ou non des complications. Donc quand on recevait un patient Covid, on faisait d'abord le point sur toutes ces complications, et à partir de là, on espérait qu'il allait bien évoluer ou non. Donc quels sont les facteurs qui intervenaient? C'est essentiellement l'âge, et le vieillissement contribue également à l'aggravation du pronostic de la Covid-19, et puisqu'il y a une perte d'efficacité du système immunitaire, les patients sont plus vulnérables, plus sensibles aux infections, la présence de comorbidités, et pas des moindres, les comorbidités cardiaques et rénales et respiratoires, et enfin l'hyperglycémie qui favorise la prolifération bactérienne et virale. Donc le patient peut avoir un problème de réponse immunitaire à l'immunité cellulaire, à l'immunité humorale, et ainsi que le niveau d'immunoglobulines. Donc il y a un article que j'ai publié dans la revue de Bedna sous l'égide du professeur Sami, Slimani, et qui montre toutes les difficultés qu'on peut avoir sur le problème de dysimmunité chez les patients diabétiques. Grosso modo, quand on prend toutes les études à l'échelle mondiale concernant le diabète, et en parcourant un peu plusieurs de ces études, on se retrouve à peu près à 12%
12,7% l'association diabète et Covid-19. Et puis, dans cette méta-analyse de revue systématique, vous voyez bien que la mortalité chez les patients hospitalisés diabétiques occupait la plus grande place. Elle est tout à fait à droite. Diabetes mellitus, donc les patients qui avaient un diabète, tout à fait à droite, et ceux qui n'avaient pas de diabète, sur ma gauche, évidemment, vous voyez très bien que ce sont les patients diabétiques qui avaient la plus grande mortalité par rapport aux patients hospitalisés, toutes maladies confondues. Bien, les points forts de la majorité des publications concernant la Covid et le diabète, c'est qu'il y a un risque élevé d'hospitalisation, surtout en soins intensifs. La durée d'hospitalisation était plus longue et plus de décès. Et l'hypertension artérielle avec les complications chroniques du diabète, ainsi que l'obésité et l'âge des patients augmentaient ce risque donc chez les patients diabétiques. Dans cette étude qui montre la sévérité de la Covid par rapport aux patients diabétiques, donc le risque d'hospitalisation est multiplié par 3 chez les patients diabétiques comparé aux patients non diabétiques, mais il était similaire s'il s'agissait de diabétiques de type 1 ou de type 2. C'est-à-dire à la question est-ce que la Covid-19 est plus sévère chez les type 1 ou chez les type 2, c'est exactement la même chose. Regardez ici l'association entre type 1, type 2 et Covid. C'est surtout quand il y a un nouveau cas de diabète qui ressemble au diabète de type 1, où on a une mortalité encore plus élevée parce que ça détruit complètement le pancréas. Et puis, la femme enceinte, elle en a également payé un autre tribut. C'est quand vous avez une femme enceinte, dans cette cohorte, chez les femmes enceintes qui ont eu le Covid-19. Donc, on a eu une augmentation constante et substantielle de la morbidité et la mortalité maternelle sévère, risque élevé de pré-éclampsie et d'éclampsie, infection sévère, admission en soins intensifs, accouchement prématuré et même des complications néonatales. Donc, il faut faire plus attention à une femme enceinte. Et au début, souvenez-vous que toutes les femmes étaient libérées chez elles pour diminuer le risque de contamination. Donc, la pandémie, donc, dans la routine quotidienne des patients, a changé leur mode de vie et a changé leur comportement. On a eu plusieurs impacts. Les diabétiques de type 2 étaient confinés, étaient plus déséquilibrés que les diabétiques de type 1. Les types 1 faisaient plus attention, mais on a changé le rythme de consultation. Ils venaient voir moins souvent leur médecin. Ils avaient peur de l'hôpital, donc ils ne venaient pas en consultation. Et ça a impacté automatiquement leur déséquilibre glycémique et également l'impact psychologique et la peur de la Covid et la peur de l'hôpital. Donc, c'est les conséquences qui ont impacté donc, leur quotidien. Ils ont changé également leur monitoring, donc l'autosurveillance glycémique. On leur demandait de faire beaucoup plus d'autosurveillance glycémique, et ceci pour arriver donc à une autosurveillance. Et parmi les facteurs qui ont contribué, c'est dans beaucoup de pays la télémédecine. On en a essayé en Algérie, mais les patients n'étaient pas très ouverts, et vous savez bien que ça ne dépend pas des patients ni de nous, ça dépend du réseau Internet. Donc du coup, on est dans un cercle vicieux entre la Covid-19 et le diabète de type 2. D'une part, le diabète est un haut risque de malignité vis-à-vis du SARS-CoV à cause de leur dysfonction immunitaire. Et d'autre part, on a également retrouvé que la Covid-19 avait un rôle potentiel diabétogène, c'est-à-dire que l'infection était à l'origine de survenue de diabète chez les patients qui étaient tout à fait indemnes. Ou sinon, quand la Covid survient chez un patient diabétique, ça entraînait un mauvais pronostic et c'était encore plus grave. Donc en fait, avant, on a récité un peu les recommandations mondiales. J'ai pris celle de la Fédération internationale du diabète, et on donnait comme consigne aux patients diabétiques d'aller voir leur médecin si possible, de ne pas dépasser de 1,80 g pour rester dans un bon équilibre glycémique, de faire très attention, comme tout le monde, donc mettre la bavette, la distanciation, toutes les mesures hygiéno-diététiques, etc. Et d'essayer d'éviter le confinement, les conséquences du confinement, c'est-à-dire trop manger et prendre du poids durant la période. C'était avant, donc la majorité, bon, ça a été repris en Algérie, on a fait exactement la même chose. Mais on était plutôt confronté à la problématique de la vaccination, qui n'était pas
au rendez-vous compte tenu des délais pour recevoir les vaccins. Mais ensuite, il y avait la désinformation contre cette vaccination, puisqu'il fallait au moins 2 doses pour les patients diabétiques, voire 3. Mais on est arrivé quand même, parce que quand on regardait avec notre ami Fouzi au niveau de la DSP, la majorité des patients qui étaient vaccinés, c'était plutôt des patients diabétiques, du moins dans notre wilaya. Donc le message est passé à travers la radio, à travers toutes les situations de communication qu'on a fait avec les patients, et ça nous a permis donc d'avoir un certain nombre de patients avec leur vaccin. Ce qu'on avait constaté dans la 3e vague notamment, c'est que les décès étaient plus fréquents, beaucoup plus fréquents chez les patients qui n'étaient pas vaccinés. Donc attention, le vaccin doit être fait chez les patients diabétiques. Pendant la Covid, donc, c'était le rôle de l'hyperglycémie, la prise en charge de l'hyperglycémie et beaucoup d'acidocétose des patients diabétiques. Ça, c'est le tropisme du virus Covid-19 au niveau des cellules bêta du pancréas, soit à l'autopsie, soit en post-mortem. On a vu qu'il y avait un tropisme de conséquences directes au niveau du pancréas, augmentation de l'insulinorésistance, donc augmentation considérable des doses d'insuline qu'on utilisait, et évidemment destruction du pancréas. Si on n'a pas d'anticorps, ça veut dire que le diabète est dû au pancréas. Mais regardez bien, quand vous prenez la Covid-19, tout à fait à gauche, et vous avez les nouveaux cas de diabète, le diabète et les patients chez lesquels on a diagnostiqué une hyperglycémie à l'admission. Donc en fait, c'est un continuum entre le Covid et les comorbidités tout à fait situées en haut. Donc le patient qui est âgé, qui est obèse, qui a une hypertension artérielle, qui a des comorbidités, qui est en insuffisance rénale ou qui est en insuffisance cardiaque, ça ne va pas être facile pour lui. Il va se déséquilibrer rapidement, ou sinon, s'il n'était pas diabétique, il va être démasqué parce qu'il avait peut-être un diabète méconnu, et ça va compliquer les choses, et souvent, ça va aller vers des acidocétoses diabétiques avec des conséquences importantes. Et du coup, donc, la survie des patients dépendait de leur équilibre glycémique, et quand vous regardez bien, donc la survie des patients tout à fait en haut à pratiquement 100%, et les décès qui représentaient 1%. Ça dépendait du contrôle glycémique. Plus le contrôle était mauvais, et plus la survie des patients était diminuée, du moins chez la plupart des malades qu'on avait constatés. Donc du coup, il fallait cibler les glycémies, et il fallait les cibler en fonction de la sévérité de la Covid. Donc il y a des patients chez lesquels on avait des formes simples, peu symptomatiques, avec donc des glycémies entre 0,80 à 1,10 ou 1,10 à 1,40. Et là, on avait une cible glycémique qui n'était pas très importante. On avait des patients, ce sont des patients jeunes avec une infection bénigne ou modeste. Il y avait des cibles intermédiaires entre 1,10, 1,40, 1,40, 1,80 en postprandial, chez les patients âgés avec infection bénigne ou modeste et les patients sous glucocorticoïdes. Et des cibles restreintes, on peut aller au-delà de 2 grammes quand c'est des patients c'était très âgés avec un risque d'hypoglycémie, avec un risque cardiovasculaire important ou de maladie cérébrovasculaire. Donc on s'adaptait en fonction de la situation, de la sévérité des patients et en fonction des comorbidités qui existaient. Regardez cet exemple, ça se passe en Angleterre et c'est dans une publication dans Diabetologia qui a comparé les patients admis, hospitalisés, qui n'avaient pas de diagnostic au moment de l'hospitalisation. Donc, 2 patients, les premiers avaient une glycémie inférieure à 6 millimoles et les autres avaient une glycémie postprandiale à l'admission, une glycémie à jeun supérieure à 7, ce qui fait à peu près 1,40, moins de 1,20. Et là, regardez bien l'évolution après. Donc, la mortalité chez ces patients était de 10% et 26%. C'est-à-dire plus la glycémie augmentait, plus la mortalité des patients en 28 jours était importante. Et quand vous prenez les complications étaient beaucoup plus importantes, de l'ordre de 60%, chez les patients qui avaient une glycémie inférieure à 1,10 par rapport à une glycémie supérieure à 1,26 g, quand vous comparez ces patients, plus de 1,26 ici,
et des patients qui ont moins de 1,10 g. Donc l'équilibre glycémique était déterminant chez les patients diabétiques. Même sur le plan pneumologique, regardez l'interférence de la glycémie avec les complications du diabète, la localisation pulmonaire et l'intensité de cette localisation. Regardez bien les patients qui avaient moins de 1,40 l'atteinte pulmonaire à plus de 1,40 g et les patients tout à fait à gauche qui avaient des diabétiques mono. Donc là, la localisation et l'intensité de l'infiltration réticulonodulaire, donc quand on voit dans le Covid, était plus importante chez les patients qui étaient déséquilibrés par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. 7 fois plus de mortalité donc, chez les patients, et puis 33% qui avaient un long séjour, 5,7 jours d'hospitalisation par rapport à la population qui n'était pas diabétique. Donc du coup, l'ADA, dans ses dernières recommandations, a mis le seuil de 1,80 g. À partir du moment où les patients dépassent 1,80 g, il faut mettre de l'insuline chez ces patients parce que les autres comprimés, d'une part, ne sont pas aussi efficaces devant une infection avec ses conséquences, et d'autre part, si vous avez par exemple un patient en insuffisance respiratoire, rénale, etc., beaucoup de produits deviennent contre-indiqués comme la metformine, donc précocement instituer l'insulinothérapie. Je termine par l'après-Covid et qu'est-ce qu'on fait après Covid. Donc, beaucoup de questions concernant les nouveaux cas de diabète. Vous pouvez considérer que c'est un nouveau cas de diabète chez un patient qui n'a pas d'anticorps, anticellules, anti-ICA, anti-GAD, etc. Et avec également la certitude que le patient a fait un Covid. Donc c'est un diabète de type 1 à peu près, qui ressemble au diabète de type 1, mais il n'y a aucune auto-immunité puisque les anticorps sont tout à fait négatifs et bien sûr la PCR doit être positive. Donc le fardeau ou l'incidence du diabète, regardez bien, ça dépend de la sévérité du Covid. Quand vous avez en vert les moins sévères, en blanc des cas moyennement sévères et en marron des cas sévères de Covid. Et le risque qui augmente la gravité de la maladie ou la survenue du diabète est beaucoup plus important quand la sévérité de l'infection ou l'hospitalisation était au niveau des unités de soins intensifs. Donc les mécanismes sont souvent hypothétiques liés au stress, à la corticothérapie, à l'infection respiratoire, au déficit pancréatique ou dissimilitaire. Et nous assistons donc maintenant au diabète qui appartient au syndrome du Covid lent. Je vous présenterai donc dans la synthèse à la fin de la journée le site internet sur lequel vous pouvez télécharger le guide qui a été fait et qui a été coordonné par le professeur Babia avec le ministère de la Santé. Donc c'est simple de savoir si le malade avait un diabète ou non. Vous dosez son hémoglobine glyquée. Si elle est inférieure à 6,5, vous savez que l'hémoglobine glyquée c'est les 3 mois précédant le dosage, donc ça veut dire que le patient était normal. Si elle est élevée par contre, ou c'est un cas de diabète méconnu qui avait un diabète et qui n'était pas connu, diagnostiqué, ou c'est un nouveau cas de diabète. Mais sinon, quand l'hémoglobine c'est un nouveau cas, le patient était indemne, vous allez trouver une hémoglobine ANC inférieure à 6,5%. Deuxième question, quand est-ce qu'on parle de rémission du diabète? Est-ce que le patient est tout à fait guéri et remis de son diabète? Il faut absolument qu'il ait une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5% ou une glycémie à jeun inférieure à 1,26 pendant au moins 6 mois et sans aucun traitement et sans aucun régime. Ça vous rappelle un peu l'arnaque qu'on a vue à la télévision. Et puis, donc, je dirais en conclusion que, avant d'arriver à la conclusion, que la Covid a impacté la formation médicale continue, puisqu'il y a eu beaucoup de congrès qui ont été éliminés, et on avait peur qu'à la fin, ça continue. Bon, Dieu merci, maintenant, ça reprend petit à petit. Voilà, type 1 et type 2 déséquilibrés présentant des comorbidités cardiaques, rénales, respiratoires sont plus vulnérables donc, à l'infection par la Covid. L'autosurveillance doit être renforcée. Les objectifs glycémiques ne doivent pas dépasser 1,80 g. Le passage à l'insuline dès que les objectifs sont dépassés. Et puis chez le type 1, dès qu'il y a plus de 2,50 g, il faut rechercher l'acétonurie. Mais intérêt d'une bonne éducation thérapeutique et la vaccination. Et je vous remercie pour votre attention.